Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est pour le cours de sémiologie. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Très bien. Donc, on pourra commencer. Donc, bonjour tout le monde, c'est Dr Lekhal pour le cours de sémiologie concernant la grossesse normale et pathologique. Très bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc par écrit quand je parle et à la fin du cours, si on aura du temps, vous pouvez me les poser directement par micro. D'accord? Désactivez vos micros lorsque je présente le cours. Très bien. Donc, on va commencer le cours. Donc, on va voir la grossesse. Donc, par introduction, c'est quoi la grossesse? La grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est un état physiologique de la femme jeune en âge de procréer. Vous avez 95% des grossesses sont à bas risque, pathologiques, maternelles et ou fœtales. Donc, maternelle et ou fœtale. Vous avez donc une grossesse qui est normale, peut être suivie par un généraliste ou une sage-femme. Par contre, une grossesse pathologique qui représente les 5% des cas doit être suivie par un médecin gynécologue spécialiste. Donc, la surveillance, c'est 3 croix pour pouvoir dépister donc, les complications maternelles et ou fœtales précocement et donc les prendre en charge le plus tôt possible. Voilà, donc par définition, c'est quoi la grossesse? La grossesse, ou dite la gestation humaine, c'est l'état de la femme enceinte portant un embryon et ou un fœtus humain. Donc, elle commence avec la fécondation et se termine par l'accouchement. La durée de la grossesse normale, elle est en général de 280 jours jusqu'à 294 jours. Nous, on calcule la grossesse en semaines d'aménorrhée. À peu près, vous avez une grossesse normale, elle dure maximum 42 semaines d'aménorrhée. Voilà. Donc, un petit rappel physiologique.
Déjà, c'est quoi? Donc, pour avoir une grossesse, il faut que cette femme soit donc menstruée, c'est-à-dire qu'elle a des menstruations normales, un cycle menstruel normal. Le cycle menstruel est caractérisé par l'ovulation. C'est quoi l'ovulation? Donc, l'ovulation, c'est l'émission par l'ovaire d'un ovocyte prêt à être fécondé. Donc, elle est variable. Variable par rapport à quoi? Par rapport à sa durée, c'est-à-dire le jour auquel il va y avoir une ovulation. Parce que l'ovulation, elle caractérise quoi? Elle caractérise la fin de la phase folliculaire. Donc, vous avez cette phase folliculaire qui est variable, puis il va y avoir ovulation, et suite à l'ovulation, il va y avoir un ovocyte, donc l'expulsion d'un ovule ou un ovocyte à 23 X chromosomes, donc il y a 23 N. Sa durée de vie, elle est de 12 à 24 heures. Donc, il est donc émis par l'ovaire. Il va être capté par les franges de la trompe de Fallope. Il va migrer pendant ces 12-24 heures jusqu'au tiers externe de la trompe. Donc, il va y avoir une migration au niveau du tiers externe de la trompe. S'il y a un rapport fécondant, donc il va y avoir fécondation. Et donc là, il va y avoir la formation du cellule œuf qui contient les 46 chromosomes. Voilà, donc le cycle menstruel. Donc l'ovulation, un cycle normal, il est à peu près de 28 jours. Donc, sachant que la phase lutéale, elle est fixe, elle est de 14 jours, quelle que soit. Donc, votre phase folliculaire, c'est elle qui va changer. C'est pour ça qu'on a dit l'ovulation, elle est variable. On va continuer. Donc, la fécondation, on a dit, suite à un rapport sexuel non protégé de deux partenaires qui sont fertiles, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de fertilité, il va y avoir donc il va y avoir la formation d'un œuf mûr contenant 46 chromosomes. Donc, cette fécondation, cette fécondation, elle se fait dans le tiers externe de la trompe, parce qu'on a dit l'ovocyte, il est capté par les franges de la trompe, il va migrer jusqu'au tiers externe de la trompe. Là, il va recevoir le spermatozoïde et il va être fécondé. La fécondation, elle se fait dans les 48 heures qui suivent l'ovulation. Et ça témoigne du début de la grossesse. Donc, dès que l'œuf est fécondé, on va commencer à calculer notre grossesse parce que la multiplication de l'œuf va commencer. Suite à l'ovulation, donc l'œuf, il va migrer. Donc, il est fécondé au niveau, donc ovulation, fécondation au niveau du tiers externe. Il va migrer tout au long de la trempe, et ceci par les mouvements contractiles de cette dernière et aussi par le flux donc, du mucus qui se situe au niveau de la trempe et les cils de la muqueuse. Donc, tout ça va permettre la migration de l'œuf contre flux et il va se retrouver dans la cavité utérine où il va pénétrer pour s'y implanter. Ça coïncide à peu près avec le 21e jour du cycle en général, c'est-à-dire à peu près 6 jours après, en comptant donc de J14 et en donnant 24 heures pour la fécondation, à peu près vous êtes à J21, donc 6 jours après ce phénomène, il va y avoir la nidation au niveau de la cavité utérine dans un endomètre qui est donc préalablement préparé, dit nidatoire, c'est-à-dire qu'il y a eu une formation donc des glandes pour qu'il y ait une bonne nidation. Vous voyez, c'est ce schéma-là. Donc, vous voyez, ça, c'est les différentes, ça, c'est la phase folliculaire. Tout ça, c'est la phase folliculaire. Il va y avoir une ovulation. Donc, l'ovocyte va être capté par les franges de la trempe. Et vous voyez, ce qui reste, c'est ça la phase. Donc, s'il ne va pas y avoir une fécondation, ce qui reste va vous donner le corps jaune. Et c'est cette phase qui représente la phase lutéale fixe de 14 jours. Maintenant, s'il est capté, il va migrer, vous voyez, jusqu'au tiers externe de la trempe. Là, s'il y a un rapport fécondant, il va y avoir la fécondation. S'il y a une fécondation, il va migrer contre-courant, parce que le courant, il vient de l'utérus vers la trempe, il va migrer contre-courant, il va commencer sa multiplication. Vous voyez, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Donc, jusqu'à arriver à la cavité utérine, au niveau du tiers supérieur de la cavité utérine, il va s'implanter, ça va marquer la nidation. Voilà, ça c'est un rappel physiologique. La grossesse normale, la grossesse normale, le diagnostic, il est d'abord clinique. Donc, vous avez un diagnostic clinique, déjà l'interrogatoire.
Donc, l'interrogatoire, il est marqué par rechercher le signe principal de la grossesse qui est l'aménorrhée. C'est quoi l'aménorrhée? C'est l'absence de menstruation chez une femme qui est normalement réglée. Donc, chez une femme qui est normalement réglée, et ceci au-delà de 3 mois. Donc, nous, l'aménorrhée déjà, c'est une femme qui est préalablement réglée. Dès qu'elle va avoir un retard de règles de 2-3 jours, elle va se sentir, donc elle va avoir cette aménorrhée, on va dire le commencement de l'aménorrhée. Donc, c'est l'aménorrhée de la grossesse, c'est une aménorrhée physiologique, parce que ça existe l'aménorrhée pathologique. Donc, vous avez trois aménorrhées physiologiques, l'aménorrhée de la grossesse, l'aménorrhée de la ménopause et l'aménorrhée chez une femme qui allaite. Ce sont les trois aménorrhées physiologiques. Donc, dès qu'elle a cette aménorrhée, ça témoigne donc que c'est le principal signe qui vous dit qu'il y a une grossesse. Pourquoi l'aménorrhée? Parce que la grossesse, donc aménorrhée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien n'est plus fonctionnel, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Pour qu'il n'y ait pas une autre ovulation et donc une autre grossesse qui va venir s'implanter sur cette grossesse. Qu'est-ce qui va bloquer cet axe hypothalamo-hypophyso-ovarien? C'est la grossesse actuelle elle-même parce qu'elle va sécréter des oestrogènes et de la progestérone qui vont avoir un feedback négatif. Ils vont bloquer la FSH et la LH. Donc, les ovaires seront mis au repos durant toute la grossesse. Voilà. Ce qui caractérise en plus la grossesse, ce sont les signes sympathiques de la grossesse. Ils sont dits sympathiques, mais ils ne sont pas du tout sympathiques. C'est des signes qui sont très gênants pour la femme et qui attirent donc l'attention de cette femme qu'elle est enceinte. Premièrement, la tension mammaire. Donc la femme va sentir une tension au niveau des seins. C'est des seins qui vont devenir douloureux, hypersensibles, ils vont augmenter de volume. On va voir les détails par la suite dans l'examen clinique. Il va y avoir une modification de l'appétit. Certaines femmes vont avoir une anorexie, d'autres elles vont avoir une exagération de l'appétit. Il va y avoir des troubles digestifs, surtout à type de nausées, vomissements, une hypersialorée. Donc, il va y avoir une émotivité, il va y avoir une irritabilité, donc des phénomènes psychologiques, une somnolence et des troubles urinaires à type de pollakiurie et de pesanteur pelvienne. Ça, c'est parmi les signes. Donc, il y a beaucoup d'autres signes. On ne peut pas donc les déterminer avec précision. Donc, il va y avoir beaucoup de signes. Chaque femme, c'est selon son état psychologique et son état donc physiologique. L'examen clinique, donc les modifications physiologiques de la grossesse. Donc, il faut savoir déjà, pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait tout un chamboulement de l'organisme humain. Pourquoi? Parce que la grossesse, c'est une semi-greffe. Donc, c'est une greffe semi-allogène, pardon. Donc, elle nécessite un état d'immunodépression. Donc, pour qu'il y ait un organisme étranger, pour que le corps accepte un organisme à moitié étranger, parce que le spermatozoïde n'a pas le même génotype que, la femme. Donc, pour accepter cette greffe semi-allogène, il faut qu'il y ait un état d'immunodépression et beaucoup de phénomènes physiologiques pour permettre à cette grossesse d'évoluer et de donner à la fin donc un être humain. Donc, vous voyez, premièrement, la température. L'augmentation de la température. Donc, vous allez avoir ceci sous l'effet donc de la progestérone. Donc, la progestérone qui est une hormone hyperthermiante. Bien sûr, au début, donc dès qu'il y a ovulation, il y a la formation du corps jaune. Le corps jaune, c'est lui qui est responsable de maintenir la grossesse. Donc, il va commencer à sécréter de la progestérone. Et cette progestérone est responsable de l'élévation de la température au-delà de 37 degrés. Et ceci au début de la grossesse, au T1. Par la suite, il va y avoir le placenta, donc il va prendre le relais. Et donc, le corps lui-même va s'adapter. Donc, pour diminuer cette température, il va y avoir l'hypothermie au T2, T3. L'aménorrhée physiologique, on a dit il y a 3 types d'aménorrhée physiologique. Vous avez l'aménorrhée de la grossesse, l'aménorrhée de la ménopause et l'aménorrhée de l'allaitement. C'est une aménorrhée, c'est l'absence de règles normales. Toute autre aménorrhée que ces 3-là, c'est une aménorrhée pathologique. Je ne peux pas accepter parce qu'il n'accepte que 100. Donc, je fais accepter, mais il ne vous permet pas d'entrer. Donc, il n'accepte pas plus que 100, je m'excuse, on va voir ça par la suite. Donc, on va continuer. Donc, on a parlé de la température. Vous avez aussi le poids. Il faut savoir que le poids
Donc, il y a une prise progressive du poids chez la femme enceinte. Vous avez d'abord, donc, parce qu'il faut qu'il y ait une augmentation du poids pour qu'il y ait une adaptation à l'augmentation des besoins énergétiques entraînés par la grossesse. Sachez que la femme enceinte gagne en poids 1 kg par mois jusqu'au 6e mois, et puis elle va gagner 2 kilos par mois pendant le T3. Donc en moyenne, elle va gagner 9 à 12 kilos donc, par grossesse. Et si vous avez une grossesse gémellaire, ajoutez 4 à 5 kilos. Donc ajoutez 4 à 5 kilos. Donc vous voyez, donc il y a une prise de poids excessive. La ménopause, c'est l'absence de règles chez une femme qui a atteint l'âge de la ménopause, c'est-à-dire c'est l'épuisement total de nombre de follicules. Vous n'avez plus de follicules, vous n'allez plus avoir de cycle, donc vous n'allez plus avoir de cycle, vous n'allez plus avoir de règles. Ça, c'est l'aménorrhée physiologique. Votre corps a épuisé tout le nombre folliculaire, vous ne pouvez plus avoir de cycle, vous avez perdu votre fonction reproductive. C'est ça la ménopause. Donc, on a dit donc qu'il y a une augmentation des besoins énergétiques. Vous avez à peu près 4 à 5 kilos pour le placenta, le liquide amniotique et le fœtus, à peu près 3 kilos pour la rétention hydrosodée et donc l'accumulation de liquide dans l'organisme, et 4 kilos à peu près, c'est du tissu adipeux. Parce qu'on va voir par la suite comment il va y avoir ce gain en tissu adipeux. On va continuer. Voilà, le métabolisme. Le métabolisme, vous avez une diminution de la protidémie totale et de l'albuminémie. Donc, le corps, il va y avoir donc une consommation des protéines, et aussi le rein, on va voir par la suite, il va laisser fuir des protéines. Donc, vous allez avoir une baisse du taux de protides totaux et de l'albumine, donc une hypoalbuminémie. Vous avez également donc des modifications métaboliques. Donc, vous avez le métabolisme basal qui va augmenter à peu près de 30%. Donc, en augmentant de 30%, il va y avoir donc une diminution de la glycémie au T1. Il va y avoir donc une augmentation de l'insuline, augmentation de la résistance à l'insuline et augmentation des acides gras. Donc, vous avez une baisse de... Donc, pourquoi on a une augmentation, donc une baisse de la glycémie, une augmentation de l'insuline? Parce que la grossesse, au début, elle est hypoglycémiante, parce que la progestérone et l'oestrogène vont donc vont avoir un effet hypertrophique, ils vont augmenter le volume et le nombre des cellules, donc des cellules bêta de l'angiorense qui se situent au niveau du pancréas et qui sont responsables de la sécrétion d'insuline. Donc, ils vont les augmenter. Donc, il va y avoir une augmentation importante d'insuline. Si vous avez une augmentation importante d'insuline, donc l'insuline, elle a un effet, donc elle va donc stocker, elle a un effet d'anabolisme. Donc, elle va stocker le glucose, vous allez avoir une hypoglycémie, elle va stocker les acides gras, vous allez avoir une prise de poids. Donc, c'est ça qui caractérise le métabolisme glucidique et lipidique. Voilà, donc aussi vous avez des modifications respiratoires. Donc les modifications respiratoires, on a augmentation des besoins en oxygène parce qu'il y a une augmentation du débit cardiaque, 30% de besoins en oxygène. Vous avez une augmentation de la fréquence respiratoire avec une baisse de la PO2. Donc, plus la femme, le débit augmente, on a besoin plus d'oxygène, donc on va accélérer la cadence respiratoire. Aussi, lorsque la grossesse elle va évoluer, il va y avoir une compression importante sur le diaphragme. Donc, il va y avoir une augmentation de la fréquence respiratoire. On a plus besoin d'oxygène et on va éliminer plus de CO2. C'est pour ça qu'il va y avoir une baisse de la CO2. Vous avez aussi le débit pulmonaire, sanguin pulmonaire, il va augmenter. La captation de l'oxygène aussi, elle va augmenter. Les modifications circulatoires, il va y avoir une diminution de la pression artérielle. Pourquoi il y a une diminution? Parce qu'il y a une diminution des résistances périphériques, surtout au premier trimestre. Donc, il va y avoir une diminution. C'est pour ça qu'une femme enceinte, elle peut en avoir une tension de 9,5, c'est normal au T1. Au T3, T2, T3, les résistances vasculaires vont commencer à augmenter. Et ceci parce qu'il va y avoir donc le placenta, il va sécréter des éléments qui vont augmenter les résistances périphériques. Et donc, il y aura une augmentation de la pression artérielle qui va rejoindre donc les valeurs normales.
Il y a aussi donc l'augmentation de la volémie. Il y a une hypervolémie parce qu'il y a une rétention hydrosodée. Déjà, pourquoi il y a l'hypervolémie? Parce que vous avez donc une augmentation du débit cardiaque et aussi parce qu'il y a activation du système rénine-angiotensine. Donc il va y avoir une rétention d'eau et c'est pour ça qu'il va y avoir une augmentation de la volémie. Le débit cardiaque, il va augmenter d'au moins 30%. Donc, si vous avez une augmentation du travail donc, cardiaque, il y a une vasodilatation artérielle, il y a une augmentation du débit cardiaque systématique. Euh, voilà. T1, T2, ça veut dire trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Il y a une prise de poids parce qu'on a dit, il y a donc déjà le placenta, le fœtus, le liquide amniotique. Donc, il y a aussi donc, la rétention hydrosodée que je viens de vous dire. Donc, il y a aussi le tissu adipeux. On a dit il y a un hyperinsulinisme. Donc, il va y avoir un stockage très important au T1, T2, donc de glucides, de glucose et de lipides. Voilà, donc, premier trimestre, voilà. Ça, c'est assez esthétique. Hein? Donc, le ventre, c'est autre chose. Donc, on va continuer. Voilà, les modifications digestives. Donc, on revient à nos signes sympathiques. Les nausées et vomissements, donc ils sont très fréquents au T1 et ils sont spontanément résolutifs. Donc, si la femme, donc les nausées et vomissements persistent ils persistent au-delà de 20 semaines, il faut chercher une pathologie à ces vomissements. Ils deviennent pathologies qui sont plus physiologiques. Vous avez aussi, donc, pourquoi il y a des nausées et vomissements? Parce qu'il y a déjà le pH gastrique qui va augmenter au T1, T2, avec le tonus gastrique qui va diminuer. Donc, on dirait que l'estomac il va devenir fragile et il s'irrite rapidement. Vous avez également un ralentissement du transit intestinal. Vous avez aussi donc, les effets, donc un pyrosis et une diminution du tonus de cardia sous l'effet de la progestérone. Donc tout ça vont vous donner des vomissements et des nausées. Il y a une altération de la fonction gastrique, on a dit réduction du sphincter et donc surtout le pyrosis qui va devenir très important, surtout au T2, T3, parce que déjà il y a le relâchement du sphincter et en plus la compression de la grossesse sur l'estomac. Il y a aussi un ralentissement, comme je vous ai dit, du transit intestinal et c'est généralement ça cause une constipation chez la femme enceinte. Voilà, il y a des constipations fréquentes chez la femme enceinte. Vous avez aussi les modifications urinaires. Vous avez le débit rénal qui va augmenter. Donc, il va y avoir une augmentation du débit rénal. Il va y avoir une augmentation de la filtration glomérulaire avec donc une dilatation pililo-calicielle qui est souvent à droite. Pourquoi à droite? Parce que c'est compressif. Comme vous le savez, l'utérus, il est en rotation. Il y a une dextrorotation donc de l'utérus à droite, en plus de la présence de la veine cave. Donc, il va y avoir une dilatation pilocalicielle souvent à droite, avec hydronéphrose. Et donc, une augmentation du débit de filtration et de la clairance de la créatinine. Donc, le rein, il va augmenter le débit de filtration, il va laisser fuir des protéines. Et donc, ce qui est à l'origine de ce que je vous ai dit tout à l'heure, une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie. Mais elles sont physiologiques et elles sont à des quantités réduites. Ça ne doit pas dépasser les 0,3 mg par litre par jour. Voilà. Bon, je vais essayer encore de me rapprocher du micro. La dilatation pilocalicielle, je vous ai dit, donc vous avez un état compressif. Déjà, la grossesse, elle va ralentir les mouvements de l'urtère. Donc, il va y avoir un ralentissement au niveau donc, de l'excrétion des urines parce que c'est dû aux hormones et aussi, il va y avoir la compression. L'utérus, il n'est pas, donc son siège, c'est pas au milieu. Donc, il peut être en dextrorotation, il est un petit peu en rotation à gauche ou à droite et ça va comprimer encore l'urtère. Si ça comprime l'urtère, ça va créer un obstacle à l'écoulement des urines et vous allez avoir une dilatation pilocalicielle. Voilà, ça c'est pour la dilatation pilocalicielle.
On va continuer avec l'hyperpigmentation, les troubles ou les modifications cutanées. Vous avez l'hyperpigmentation, donc l'aréole mammaire, elle est plus foncée. Vous avez aussi la région génito-anale, périombilicale et la ligne médiane de l'abdomen. C'est l'effet de la progestérone. C'est l'hormone qui est responsable de cette hyperpigmentation. Ça disparaît après l'accouchement. Masque de grossesse aussi, donc c'est ce qu'on appelle le masque de grossesse, c'est le mélasma, c'est une hyperpigmentation qui va siéger au niveau du visage et au niveau du cou, surtout au niveau des zones saillies, donc des zones saillantes, au niveau des pommettes, le nez, le menton, etc. Il faut se protéger, ça n'a pas de traitement, le seul traitement c'est de se protéger contre les UV. Ça touche surtout les femmes de peau noire, moins que les femmes de peau blanche. Les modifications vasculaires. Vous avez de l'œdème du visage et des extrémités. On a dit parce qu'il y a une augmentation de l'œdème dermique, il y a une augmentation de la perméabilité capillaire au niveau donc des téguments. Vous allez avoir un œdème du visage et surtout palpébral et au niveau des doigts, ce qu'on appelle le signe de la bague. Vous avez aussi des angiomes stellaires, de l'érythème palmaire et les varices au niveau des membres inférieurs. Donc, les varices, c'est par hypertension veineuse au niveau des membres inférieurs. Et souvent, ça va vous donner des varices importantes et aussi, ça va vous donner des hémorroïdes. Non, la diminution du glucose, ce n'est pas le diabète gestationnel. La diminution, on a dit diminution du glucose, vous allez avoir une hypoglycémie. On ne peut pas dire un diabète avec hypoglycémie. Le diabète, c'est l'hyperglycémie. La grossesse, elle est, on a dit, hypoglycémiante au T1 parce qu'il y a la progestérone et l'ostrogène. Mais au T2, la grossesse va devenir hyperglycémiante. Elle va y avoir sécrétion d'autres hormones par le placenta, telles que l'hormone chorionique somatotrophique et l'hormone lactogène placentaire. Ces deux hormones sont responsables de l'augmentation de l'insulinorésistance dont je vous ai parlé. Vous avez de l'insuline, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Et ça va vous donner une hyperglycémie. Et c'est là où la grossesse va devenir diabétogène et vous pouvez en avoir un diabète gestationnel. Mais c'est au T2, T3. On ne parle pas de diabète gestationnel, donc avant le T1. Donc tous ces signes-là, les rythmes palmaires, les angiomes stellaires, il n'y a pas d'explication physiologique. C'est des signes qui accompagnent la grossesse. Elles ne sont pas systématiques chez toutes les femmes. Donc certaines femmes, on a, d'autres, on n'a pas. Donc, mais c'est, comme je vous ai dit, c'est la baisse de l'immunité, c'est les modifications de tous les organes à peu près qui va être à l'origine de ça. Donc, vous voyez ici, ça c'est le masque de grossesse, le mélasma ou le coélasma. Donc voilà, vous voyez, c'est les zones saillantes du visage et il n'y a pas de traitement. Le seul traitement, c'est de se protéger contre le soleil jusqu'à ce qu'il y ait la fin de la grossesse. Ça, c'est la ligne blanche, donc qui devient marron parce qu'il y a donc la progestérone. C'est un signe de grossesse important. Toujours donc dans les signes physiologiques, gynécologiques, vous avez les reins, les seins. Donc on revient aux seins. Les seins, ils sont tendus. On a dit c'est la tension mammaire et il augmente de volume parce qu'il y a une rétention hydrique. Il y a aussi une action hypertrophique de la prolactine sur les glandes mammaires et les canaux, ce qui va vous donner cette augmentation de volume. Les tubercules de Montgomery. Les tubercules de Montgomery, c'est un signe pathognomonique de la grossesse. C'est quoi les tubercules de Montgomery? Ce sont des protubérances qui vont siéger au niveau donc, de l'aréole. Et ils sont donc au nombre de 5 jusqu'à 25. Ils ont un effet donc, dans l'allaitement parce que ils contiennent une substance lipidique. Ils ont aussi un effet, donc c'est l'odeur. Donc chaque tubercule de Montgomery a une odeur spéciale de la maman. C'est pour ça l'enfant, ça a un effet relationnel avec le bébé. Donc, l'aréole aussi, elles ont donc une pigmentation plus foncée avec donc l'œdème qui va les rendre bombés comme en verre de montre. Vous avez aussi l'accentuation, on a dit, du réseau veineux parce qu'il y a une hypervolumie. Donc, de ce fait, vous allez avoir ce qu'on appelle le réseau de Heller. Voilà, ça c'est les tubercules de Montgomery. Voilà, vous voyez, ce sont des protubérances qui font saillie
et qui s'accentue pendant la grossesse et l'allaitement. Ça, c'est l'aréole qui est bombée en verre de montre. Et ça, c'est le réseau de LR. Donc, il est superficiel et il donc, devient très marquant. On va terminer le cours par la suite. On va rajouter une autre séance et on a le temps, je vous expliquer. Voilà. On va continuer. Toujours l'utérus, donc au spéculum, le col. Donc, vous mettez le spéculum. Le col, il est de couleur lilas. Ça veut dire lilas, ça veut dire qu'il est violacé. Donc, la glaire cervicale est épaisse et elle est peu abondante. Pourquoi elle est épaisse? Parce que ça forme le bouchon muqueux. Ce bouchon muqueux, donc c'est un épaississement du mucus sécrété par le col et qui va fermer l'orifice cervical ou le canal cervical pour protéger la grossesse contre les infections et aussi la menace d'avortement. Au toucher, donc le col violacé dit en couleur lilas, c'est un signe pathognomonique de la grossesse, du fait donc de l'hypervascularisation et des hormones, surtout la progestérone. Au toucher vaginal, bien sûr couplé au palpé abdominal, vous avez l'utérus qui est augmenté de volume avec un aspect globuleux et le signe de Hegar, lorsque vous introduisez les doigts et vous irez de part et d'autre du col, vous allez sentir un isthme qui est mou et qui est arrondi. Donc, vous allez voir, voilà, ça c'est le toucher bimanuel. Ça, c'est un utérus normal qui n'est pas gravide. Et ça, c'est le signe de Hegar. Lorsqu'on va de part et d'autre du col, on va toucher ici, on va trouver qu'il est arrondi et qu'il est mou. Ça témoigne donc de la grossesse. C'est ça le spéculum avec lequel on va examiner le col. Ça, il est dit le spéculum de Collin avec valve détachable. Et là, c'est le spéculum de Cusco avec valve non détachable. Voici le col, ça c'est le col utérin, ça c'est la glaire, vous voyez la glaire, ça c'est l'orifice cervical et ça c'est les parois vaginales. La vulve, elle devient gonflée, pigmentée avec des leucorrhées physiologiques et une diminution du pH vaginal. Donc le pH vaginal, il est déjà à la base acide parce que par la présence du bacille de Koch qui est un bacille lactogène et qui rend le milieu acide. Mais lorsqu'il y a une grossesse, il y a encore une baisse du pH vaginal, ce qui va être à l'origine donc d'infections génitales, surtout de candidats. Et donc, il va y avoir une modification de la flore. Signes pathognomoniques, on a dit les tubercules de Montgomery font partie des signes pathognomoniques. Aussi, le col violacé, lilas, ça veut dire violacé, il a la couleur violet, c'est un signe pathognomonique. Des réseaux de LR, tubercule de Montgomery, col gravide de couleur violacée, ce sont deux signes pathognomoniques de la grossesse. On va continuer. On a les modifications biologiques. Vous avez une augmentation du volume plasmatique avec hémodilution. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'anémie gestationnelle. Donc, une femme, donc il va y avoir une diminution de l'HK, de l'hématocrite. Donc, une femme qui va se présenter avec une hyperleucocytose, c'est-à-dire une augmentation des blancs jusqu'à 15 000, c'est normal pendant la grossesse. Vous avez une diminution légère des plaquettes jusqu'à 100 000 et l'HB au T1, T3, un HB à 11 avec une hématocrite à 32, c'est normal. T2, HB à 10,5, c'est normal du fait de cette augmentation du volume plasmatique. Vous avez une augmentation des facteurs de coagulation et baisse de l'activité fibrinolytique. Donc là, la grossesse, c'est un état d'hypercoagulabilité. C'est pour ça les femmes, en plus, les femmes enceintes et dans le postpartum, ont plus de risques de faire des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires. Une rétention hydrosodée, on a parlé déjà de ça, avec activation du système rénine-angiotensine-aldostérone par les hormones de la grossesse. Donc, il va y avoir cette rétention hydrosodée, il va y avoir cet œdème excessif. Surtout, c'est des œdèmes qui siègent au niveau des membres inférieurs et qui gardent le godet. La vitesse de sédimentation, elle est accélérée. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à faire une VS dans le bilan biologique d'une femme enceinte. Vous n'avez pas donc affaire à demander une VS chez une femme enceinte. Elle va venir systématiquement élevée. Vous demandez la CRP. C'est la CRP qui a donc une traduction significative.
Comment on va diagnostiquer la grossesse? Par des tests. Donc, on a les tests, les signes cliniques. On a dit déjà l'hyperpigmentation, on a dit la tension mammaire, les tubercules de Montgomery, le col il est d'aspect gravide. Au toucher, vous avez le signe de Hégard. Donc, tous ces tests-là, c'est clinique. On va confirmer avec un test objectif qui est les tests paracliniques. Le test de grossesse. Le test urinaire, c'est un test colorimétrique. Donc, vous mettez une goutte d'urine donc sur un papier buvard et vous lisez par la suite positif ou négatif. Il va détecter quoi? Il va détecter l'HCG dans les urines. Donc, et ceci, c'est à partir de 36-37e jour d'aménorrhée, c'est-à-dire que vous avez déjà un retard de 10 jours à peu près pour qu'il soit positif. Il est très fiable, mais il n'est pas sensible ni spécifique. Pourquoi il n'est pas spécifique? Parce que l'HCG, il y a l'alpha-HCG et la bêta-HCG. La grossesse, c'est la bêta-HCG. Donc lui, il détecte les deux sous-unités. C'est pour ça qu'il n'est pas spécifique ni sensible. Par contre, le test hormonal plasmatique, vous allez doser un dosage quantitatif et qualitatif de la sous-unité bêta. Les HCG, c'est l'hormone de la grossesse. Elle est sécrétée par le trophoblaste jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, avec un pic à 12 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est la sous-unité bêta qui témoigne de la grossesse, qui est sécrétée par le trophoblaste. L'alpha HCG, elle peut être sécrétée par l'hypophyse, etc. Il y a d'autres organes qui sécrètent les sous-unités alpha. Et pourtant, le test urinaire, il détecte l'HCG alpha et bêta. Donc, si vous avez une sous-unité alpha, il va vous donner un test positif, alors que ce n'est pas une grossesse. C'est ça la différence entre le test urinaire et le test sanguin. Donc, ce sont des tests immunologiques. Donc, pour confirmer la grossesse, vous faites un test hormonal plasmatique, vous prélevez du sang et vous dosez la sous-unité bêta d'HCG dans le sang. Le diagnostic échographique, bien sûr, on va faire une échographie, surtout une échographie de T1 pour confirmer que c'est une grossesse intra-utérine. Déjà que ce n'est pas une extra-utérine, qu'elle est intra-utérine évolutive ou pas. Il y a une seule grossesse ou plusieurs grossesses. Il y a, est-ce que c'est une grossesse normale ou c'est une grossesse molaire? Ça aussi permet de repérer si vous avez un fibrome utérin ou un kyste ovarien. Non, je ne sais pas. Pour le chrono, de toute façon, on va voir tout à l'heure. Donc, voilà, on va continuer. La datation de la grossesse. Comment on va dater la grossesse? Maintenant, vous êtes enceinte, il y a un calcul de l'âge gestationnel. Donc, l'âge gestationnel, il s'exprime en semaines d'aménorrhée, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne calcule pas la grossesse en jours. Donc, on va voir tout ça dans la grossesse pathologique. Donc, il ne calcule pas la grossesse en jours, mais en semaines d'aménorrhée. Parce qu'on a dit l'aménorrhée, c'est le principal symptôme de la grossesse. Toute aménorrhée chez une femme en période d'activité génitale est une grossesse jusqu'à preuve du contraire. Comment on va calculer le terme? Donc, si la femme elle a des cycles réguliers, on va calculer à partir de la date des dernières règles. La date des dernières règles, ça veut dire les dernières règles qu'elle a eues avant d'avoir l'aménorrhée. Vous allez ajouter donc la phase folliculaire, ça veut dire à peu près 10 à 14 jours, et vous allez ajouter 9 mois. C'est la règle de Niger. Si vous calculez à partir de la fécondation, c'est-à-dire que vous allez enlever la phase folliculaire et vous allez avoir 9 mois qui correspond à peu près à 39 semaines. Si vous ajoutez la phase folliculaire et vous calculez à partir de la date des dernières règles, vous allez avoir 40 semaines et 5 jours. On va ajouter à peu près 15 jours. Maintenant, si la femme elle a des cycles irréguliers, donc elle a des spanioménorrhées ou elle n'a pas vraiment de règles tous les mois, ou elle a des cycles longs, des cycles courts, le moyen le plus fiable pour calculer la gestationnelle, c'est la mesure par l'échographie de la longueur crânio-caudale ou le bipariétal si on avance donc dans la grossesse au-delà de 14 semaines. Voilà la longueur crânio-caudale. Vous voyez que c'est un embryon. Donc, on parle d'embryon jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Au-delà de 12